programme vous est offert par Illico Cash. Félix Tshisekedi a échangé avec la ministre des Affaires étrangères du Libéria. Au menu, le renforcement de la collaboration entre les deux pays. Et les médecins des services publics de l'État durcissent leur mouvement des grèves. Les travaux paritaires des Bibois n'ont pas abouti à un compromis. L'opposant Matata Ponyo a lancé cet avant-midi au sein du LGD un cadre d'échange citoyen républicain dénommé La Voix du Peuple. Il s'agit d'une tribune qui accordera la parole aux acteurs politiques, ceux de la société civile, à suivre tout à l'heure. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Télé 50. Renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Libéria en vue des briguer des sièges non permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qui ressort des échanges entre les présidents Félix Tshisekedi, la ministre des Affaires étrangères libérienne et congolaise. Au sortir de l'audience, la ministre des Affaires étrangères du Libéria a rappelé que la République démocratique du Congo et le Libéria ont des convergences et une histoire partagée. Sarah Nyanti a révélé l'importance d'un accompagnement mutuel pour obtenir des sièges au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. La République démocratique du Congo et le Libéria font front commun pour briguer 2 sièges de membres non permanents élargis à l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027. C'est au menu des échanges que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé à Madame Sarah Beslo à la Cité de l'Union africaine. La ministre aux Affaires étrangères du Libéria était accompagnée de la ministre d'État et ministre aux Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba Wagner. L'émissaire libérienne a porté le message personnel du président libérien, Joseph Boakai, qui souhaiterait recevoir prochainement son homologue congolais et a également transmis celui du désir profond du Libéria de renforcer sa collaboration avec la République démocratique du Congo. Une rencontre qui a donné suite à un point de presse tenu par les 2 chefs des diplomaties libériennes et congolaises. Forte d'une histoire commune culturelle et ethnique, avec une similarité politique marquée par des crises sécuritaires diverses, la RDC et les Libéria sont engagés à servir leur peuple et donner une voix à l'Afrique susceptible d'influencer les décisions au sein des grandes instances internationales. Une ambition forte dont la crédibilité repose sur des positions géopolitiques et des ressources stratégiques importantes, ainsi que des préoccupations multilatérales identiques. Le renforcement de cette coopération bilatérale voulue se matérialisera par l'arrivée au courant de la première semaine du mois de décembre d'une équipe d'experts. Ils auront pour mission d'aménager les cadres pour la mise sur pied dans le cadre d'un protocole d'accord, d'un task force RDC Libéria dès le premier trimestre de l'année 2025. La ministre d'État s'est dit enthousiaste du renforcement de cette coopération bilatérale, répondant à la volonté de capitalisation de la coopération sud-sud. Cette visite reflète également, selon la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, la vision ambitieuse des 2 pays africains conscients de leur potentiel et de la contribution qu'ils pourraient apporter au continent au travers les conseils de sécurité des Nations Unies. Au cours du forum Rebranding Africa à Bruxelles, la première ministre Judith Suminwa est revenue sur la position de son gouvernement pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Parlant du processus de Luanda, la chef du gouvernement a souligné que ce pays vient pour la première fois d'accepter de présenter un plan pour le retrait de plus de 4000 de ses militaires déployés en République démocratique du Congo. C'est ce qui représente, selon la première ministre, une avancée significative dans la résolution du conflit qui oppose les 2 pays. Nous avons aujourd'hui une stratégie de dire nous montons en puissance notre armée pour défendre notre pays. Nous sommes aussi dans un processus
diplomatique parce que nous voulons la paix. Et il y a des accords de Luanda aujourd'hui qui sont en cours. Enfin, pour la première fois, le Rwanda vient d'accepter de donner un plan de retrait pour plus de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. Donc, même si nous, on l'a dit, on nous dit que nous devons nous donner un plan pour le désengagement des miliciens FDLR, on l'a dit, bon, c'est quelque chose que nous avons fait depuis des années et que nous continuons à faire, mais enfin, aujourd'hui, on met le doigt sur la problématique. Il y a des soldats rwandais en RDC, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des rapports certifiés par les Nations Unies. Et donc, à partir du moment où c'est le voisin qui vient agresser, c'est à lui de se retirer de chez nous. L'opinion estime que le bilan du gouvernement Judith Suminwa est positif à plus de 60%, selon un sondage réalisé par l'Institut de Point. Plusieurs ministres se sont distingués, notamment Patrick Muyaya, l'argentier Fouamba, Aimé Boji ainsi que Constant Mutamba. Selon les observateurs de la gouvernance en RDC, les bilans des 100 premiers jours du gouvernement Suminwa effectuent un départ rassurant. Sur une cinquantaine de ses ministres, 4 de ses soldats couronnent ses efforts, notamment le ministre de la Communication Patrick Muyaya, l'argentier national Fouamba, Constant Mutamba de la Justice et Boji Sangara. Selon l'Institut Sondage Le Point, 57,8% des personnes interrogées soutiennent que le bilan au terme des 100 jours est positif contre 26% négatif, 11% qui les jugent mitigés. Le hit parade des 11 ministres qui ont su tirer leur épingle du jeu est composé de Patrick Muyaya, ministre de la Communication, en tête des sondages pour avoir assuré avec brio la continuité et la consolidation des acquis du mandat du président Félix Tshisekedi. Selon les sondés, Muyaya incarne mieux la continuité dans son département en mettant en œuvre les recommandations des travaux des États généraux de la communication et médias ainsi que les programmes d'action du gouvernement Suminwa. Il a su améliorer l'image de marque du pays à l'international à part des interventions dans les médias locaux et internationaux. En bon élève, Muyaya a assuré la mise en œuvre de l'axe stratégique, le parachèvement de la réforme du cadre normatif et institutionnel du secteur de la communication, ainsi que l'appui technique et financier du gouvernement à l'organisation avec succès du 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo, et la liste peut se poursuivre. La deuxième place est occupée par Doudou Fouamba, ministre des Finances, avec 67,7%. Attendu au tournant, Doudou Fouamba a prouvé qu'il a des épaules pour redresser les finances publiques avec des réformes et des décisions courageuses dont les effets se font déjà sentir sur la vie socio-économique de la population. En nombre de ces effets, la stabilité du taux d'échange, la stabilité des prix des produits de première nécessité, la régularité de la paye des agents et fonctionnaires de l'État avant le 25 de chaque mois. Les sujets fait actuellement la une de médias et journaux après la ronde des stations-service de la capitale congolaise. Durant 48 heures, la vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Molekantolo, a fait le tour des terminaux pétroliers dans la périphérie de Kinshasa dans le but de s'enquérir des causes de la fourniture timide du carburant dans les stations-service. Après le tour des terminaux, la vice-ministre des hydrocarbures s'est entretenue avec les opérateurs évoluant dans les secteurs pétroliers en RDC. Plus de précisions dans ce reportage de Dikens Kabouya. Les installations de l'ERESCOM Petroleum, CEP Congo et les bureaux de la SOCIR ont tour à tour été visités par la vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Moleka, venue s'enquérir des causes de la fourniture timide du carburant auprès des entreprises ayant pour mission les transports et les stockages des produits pétroliers. Occasion faisant, Wivine Moleka a réuni autour d'elle les fournisseurs, les marketeurs, les comités des professionnels et importateurs, ainsi que les membres du cabinet du ministre des Hydrocarbures, Aimé Sako Mimolendo. Au terme de ces échanges,
Toutes les parties prenantes au processus de fourniture des carburants ont déclaré qu'il n'y a pas de crise d'essence et gasoil en RDC. Donc encore une fois, il y a du produit dans le pays, il y a des navires qui arrivent de manière permanente. Là, ce qu'on voit dans les stations, c'est juste la psychose de la population. Aujourd'hui, les gens ont peur qu'il n'y ait pas de produit, mais il y a du produit et voilà. Donc, il n'y a pas un problème de stock, il y a un problème très sérieux d'embouteillage pour assurer toutes les livraisons en temps normal au niveau de la ville de Kinshasa. Que nous avons presque 60 000 mètres cubes de produits Mwanda qui n'attendent que d'être évacués à Ango et puis voilà. La psychose ayant entraîné l'engouement dont les stations-service, disent les opérateurs pétroliers, serait une conséquence normale de la loi de l'offre et la demande suite à la baisse des prix sur les marchés. Une fois de plus, les embouteillages dans la mégapole congolaise sont pointés parmi les obstacles à la livraison dans les stations-service. La vice-ministre était aussi porteuse d'un message d'espoir pour les sociétés pétrolières qu'elle a rassuré du paiement imminent par le gouvernement congolais de sa part dans le but de combler les manques à gagner occasionnés par la baisse du prix des carburants à la pompe selon les directives du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Faisons une petite pause sur l'actualité pour prendre cette page rose. De retour à Kinshasa depuis quelques jours, le directeur général des Télé 50, Jean-Marie Kassamba, a célébré en intimité aujourd'hui son 58e anniversaire entouré de ses proches. C'était au Fleuve Congo Hotel sur initiative de son épouse Brenda Kassamba. Retour sur ces moments riches en émotions cet après-midi. Dans l'actualité également, les militants durcissent la grève après qu'ils ont été internés à Bibois. Le gouvernement, 2 jours après les silences radio du gouvernement, pas de dialogue. Ces derniers qualifient ce geste des manques de considération et ont décidé de poursuivre la grève pour non-respect des accords signés en 2023 et 2022. Réunis depuis des jours à Bibois, les bancs syndicales des cadres et agents de l'État dans les secteurs de la santé ont dénoncé le non-respect du banc gouvernemental. Ils s'appuient sur le non-respect des engagements pris par l'État dans les cadres des accords signés le 3 août 2021 et celui du 20 janvier 2022. Malgré leurs sollicitations pour dialoguer avec les gouvernements, ces derniers se sont rejetés et ils ont exprimé leur ras-le-bol par ce qui suit. Malgré plusieurs sollicitations et l'appel lancé hier au gouvernement de la République pour le début du dialogue afin de résoudre les problèmes des agents, manque de considération et abandon des partenaires sociaux du gouvernement au village Vénice de Bibois, depuis 72 heures, dans un silence sépulcral. En conséquence, nous prenons à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale sur les conséquences fâcheuses des décisions qui risquent d'être prises par les cadres et agents du secteur de la santé. Cette décision doit s'appliquer sur toute l'étendue du territoire national, sauf dans les provinces sous état de siège. Ainsi, les cadres et agents du secteur de la santé lancent un vibrant appel à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, pour qu'elle s'implique personnellement pour des solutions idoines à la crise qui prévaut dans le secteur. Les boules blanches comptent continuer avec la grève jusqu'à ce que les réclamations seront prises en compte par les gouvernements centraux qui, jusque-là, n'a toujours pas réagi. Après l'invalidation de 3 députés provinciaux de l'Équateur, le président de l'organe délibérant de cette province a été convoqué à Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemaine Chabani. Ils ont échangé sur plusieurs points autour de cette question. Pour son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, nous a appelé régulièrement ici à Kinshasa en consultation autour du dossier de l'invalidation de nos 3 collègues. Il avait besoin d'éléments, nous lui avons fourni tous les éléments dont il avait besoin. Et donc, le dossier est en traitement à son niveau. À ce stade, nous ne pourrons pas encore dire quoi que ce soit. Attendons la suite qu'il va donner au dossier ici.
Bonsoir, vous dites bien que c'est la plénière. La plénière, c'est un organe suprême de l'Assemblée provinciale de l'Équateur conformément au règlement. Eh bien, c'est la plénière qui a toutes les décisions. Valider, de valider, ce n'est pas notre bureau. Je demande à toute la population d'être calme, de maintenir la cohésion, l'unité. Nous continuons de travailler avec l'autorité de tutelle, le vice-premier ministre à l'Intérieur, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment outillé pour prendre les décisions de son ressort. Mais aussi, je profite pour dire aux Équatoriens que des gens ont fait une capture de ma photo de profil et créé un faux compte en train de publier des fausses informations. Ces informations ne émanent pas de moi. Il y a déjà une enquête judiciaire. L'opposant Matata Ponyo a lancé cet avant-midi au sein du LGD un cadre d'échange citoyen républicain dénommé La Voix du Peuple. Il s'agit d'une tribune qui accordera la parole aux acteurs politiques, ceux de la société civile, notamment des journalistes, dit-il, pour s'exprimer sur des questions qui touchent à la vie nationale. La tribune numéro 1, qui a été animée par l'opposant lui-même, a été consacrée au débat sur la révision constitutionnelle. Matata Ponyo s'y est formellement opposé. C'est dans les locaux de son parti politique, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, et en présence des professionnels de la presse que le lancement du cadre d'échange a été fait. C'est Matata Ponyo en personne qui le présente. La Voix du Peuple est une tribune d'expression libre sur des sujets de grande importance touchant à la vie nationale. Les intervenants viendront de toutes les couches de la société. Une tribune qui se veut porter la voix du peuple, parce que le peuple a besoin que ceux qui sont dans l'opposition et qui sont en harmonie avec lui puissent exprimer les idées. Et nous veillerons à ce que ceux qui viendront s'exprimer ici puissent parler en harmonie avec le peuple. Une nouveauté dans le microcosme politique congolais, mais qui n'est pas sans rappeler le cadre de concertation de forces politiques et sociales. Matata Ponyo précise la différence. Ceux qui sont dans les cadres de concertation peuvent aussi venir s'exprimer. Nous pouvons inviter un professeur d'université à la Voix du Peuple qui estime que ces points de vue sont en harmonie avec le point de vue du peuple congolais. Il peut s'exprimer. Concernant la révision de la Constitution, Matata Ponyo reste formelle, elle n'est pas opportune. Ce dont le peuple a besoin, ce n'est pas qu'on change la Constitution. Ce dont le peuple a besoin, c'est que ses conditions de vie s'améliorent. Et qu'on peut améliorer la condition de vie des populations en 4 ans. Laissons de torturer la population congolaise qui est opposée totalement à la révision de la Constitution congolaise. La Voix du Peuple, comme tribune d'échange, veut créer un avenir en RDC où chaque voix compte. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale. La députée nationale Clotilde Moutita a critiqué sévèrement le gouvernement et mis en garde surtout en ce qui concerne son initiative du programme de développement 145 territoires qui affiche un taux d'exécution pitoyable selon elle. C'était au cours du débat sur les projets de loi de reddition des comptes exercice 2024 à la plénière du 16 octobre 2024 à l'Assemblée nationale. Les provinces restent complètement délaissées selon cet élu. Suivez un essai choisi par Jean-Marc Konkoulou. À la lecture de ce projet et de ses annexes, il me revient de constater que les prévisions d'augmentation des recettes sont uniquement basées sur le contrat chinois de l'ordre de 1748 milliards de francs congolais et le programme d'emprunt pour 1834 milliards de francs congolais et aucun effort des services supplémentaires des régies financières. Cependant, en examinant les dépenses, nous constatons que plusieurs dépenses prévues au budget initial, non exécutées pendant les 6 premiers mois, sont reprises intégralement alors qu'il ne reste que 2 mois avant la fin de l'exercice budgétaire. Me penchant particulièrement sur la situation des provinces, des ETD et des services déconcentrés, je note que pour les 6 premiers mois de l'exécution du budget 2024, pratiquement rien n'a été payé.
Je tiens à souligner ici que le gouvernement central est à la base de la déstabilisation des provinces, surtout les plus pauvres, par la confiscation de manière indue de leurs ressources malgré les efforts de l'Assemblée nationale pour budgétiser leurs crédits à une hauteur suffisante. Notre peuple à l'intérieur du pays souffre sous le regard indifférent du gouvernement. Nous exigeons qu'on mette fin à l'abandon et à la marginalisation des provinces. En France, le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, a effectué une visite d'inspection des travaux de construction du canal Seine-Nord Europe, qui sera le premier réseau de transport fluvial européen, un projet qui a inspiré le numéro 1 de la province du Tanganyika, déterminé pour résoudre les problèmes des inondations dans sa province. Invité à la deuxième édition de la quinzaine congolaise d'Auvergne-Rhône-Alpes organisée en France par le comité de soutien et de plaidoyer pour la région des Grands Lacs, le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa Muteba, a visité dans la commune de Campagne les travaux de construction du canal qui reliera le bassin de la Seine aux grandes voies fluviales du nord de la France et de l'Europe d'ici la fin 2028 et deviendra le premier réseau européen de transport fluvial à grand gabarit. Ceci inspire le numéro 1 du Tanganyika qui est déterminé à trouver des solutions durables aux problèmes des inondations dans sa province causées par les eaux du lac Tanganyika et penser au dragage de la rivière Lukuga. Pour nous, la question primaire, qui est une question lancinante, est que comment allons-nous résoudre la question sur le plan environnemental, que l'on ne retourne pas sur cette situation qu'on venait de subir au niveau de Calémie. Et donc, très satisfait, on a vu quand même l'évolution sur le plan de la technologie. Oui. Il faut qu'on se le dise. Et la réalité qui est la nôtre, il faudrait sérieusement engager des discussions, des discussions qui pourront emboîter que certains de bailleurs de fonds, certains de nos autorités, notamment le président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui a un vœu ardent de résoudre certains de problèmes, notamment le problème de Calémie, parce que c'est très clair dans ce pilier du programme du gouvernement. Et donc pour nous, nous ne ferons que encourager et accompagner cette volonté exprimée. Le patron du Tanganyika a par la même occasion rassuré depuis la France ses administrés de son engagement à faire du Tanganyika une province émergente. Nous disons tout simplement au peuple tanganyikais que certainement nous sommes en train de nous battre à gauche et à droite pour trouver des solutions. Et pas des solutions temporaires, mais des solutions durables. Ouais. Et que ces solutions, au-delà d'être solutions pour la vie journalière, mais que ce soit une solution qui apporte sur le plan économique. L'interconnectivité des 4 provinces de la République démocratique du Congo, dont le Haut-Ouélé, le Bas-Ouélé, l'Ituri et la Mongala, était au centre des échanges entre les ministres des ITP et l'ancien gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Bassian Nanga. Les deux personnalités ont échangé autour d'un projet routier qui va désenclaver ce coin de la République démocratique du Congo. Bientôt, la ville de Kolwezi sera dotée d'un cimetière moderne, Sapin 2. Sur les terrains, les travaux de parachèvement et modernisation évoluent à bon train. Le premier citoyen de la ville y était pour constater l'avancement satisfaisant de projets de la mairie de Kolwezi. Relancé par le maire de Kolwezi, Maître Jacques Massengoki Ndele, les travaux de parachèvement et aménagement du cimetière Sapin 2 accélèrent sans désemparer. Les machines sont en marche. Les murs des clôtures du site déjà bien érigés. Différents services l'abritants sont en leur phase de finition. Quelques réglages seulement restent à effectuer. Bref, tout est presque fin prêt. Dans une visite éclair, c'est mercredi 16 octobre 2024, le premier citoyen de la ville, Maître Jacques Massengoki Ndele, est allé constater l'état d'avancement des travaux, lui, qui fait déjà du terrain son second bureau. Accueilli par les cellules impliquées et les responsables de l'entreprise à l'œuvre, Hans Engineering, l'autorité urbaine a été conduite à la visite du chantier.
De la rénovation du bâtiment administratif, la morgue, passant par la salle de l'autopsie, la chapelle et les recueillements. Tous ces départements subissent d'énormes travaux dans les carrellages. L'homme du terrain a reçu les éclaircissements nets et précis sur l'avancement du chantier du nouveau cimetière Sapin 2 qui est déjà à 80% des travaux dont l'issue est de soulager la saturation des anciens cimetières de la ville. Sous une note de satisfaction, Maître Jacques Massengo Kindele, après avoir passé au peigne fin de l'avancement rapide du chantier, il a par la suite encouragé l'entrepreneur qui matérialise ce projet. Nous sommes contents vraiment et de la qualité et de la rapidité et de l'évolution des travaux que nous venons de voir sur terrain. Je crois que, comme l'ingénieur en chef du chantier venait de le dire, d'ici 2 mois, nous pouvons nous permettre d'exploiter et de livrer ces nouveaux cimetières à la population de la ville de Kolwezi. Maintenir ces dynamiques en respectant les délais prévus et le vœu du gendarme de Kolwezi. L'entrepreneur promet de livrer cet ouvrage dans un temps record. Retour à Kinshasa pour parler de la commission ad hoc instituée par le gouverneur de la ville Daniel Bumba et présidée par le ministre provincial des infrastructures et travaux publics Alain Chilungu a tenu sa toute première réunion de travail ce vendredi avec les bourgmestres de communes de Kinshasa, notamment Barumbu, Gombe et Lingwala. Objectif, lancer les activités de sensibilisation et de délocalisation des marchés pirates sur les 5 artères environnant la ville. Le vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, a enjoint au secrétaire général au transport à prendre des mesures urgentes pour procéder à la fermeture de tous les ports clandestins en République démocratique du Congo. D'après la correspondance du deux ministères, cette décision tient à lutter contre la multiplication des ports clandestins sur des rivières, fleuves et lacs, ce qui, selon lui, constitue un véritable obstacle au contrôle efficace des embarcations qui circule. Pour la réussite de ces mesures, Jean-Pierre Bemba dit avoir saisi le ministre de la Défense nationale et de l'Intérieur au sujet de l'accompagnement des mesures d'interdiction de naviguer des unités fluviales, une demande en rapport avec la sécurité et la régulation du transport fluvial en République démocratique du Congo. Et le directeur général des lignes maritimes congolaises, Jean-Claude Mukendi, a bouclé avec succès sa mission d'itinérance dans la province du Congo central, faisant d'une pierre deux coups. Les DG du géant de mer a sollicité l'accompagnement du gouverneur de province en vue d'atteindre les objectifs du plan de relance 2023-2027. Cette mission d'itinérance au Congo central a permis au directeur général des lignes maritimes congolaises, Jean-Claude Mukendi Mbiamouza, d'évaluer à mi-parcours le plan quinquennal du géant des mers, axé sur la relance du LMC dans la période allant de 2023 à 2027. À la deuxième année, l'année des investigations et des investissements, nous sommes venus pour une petite évaluation. Qu'est-ce qui est fait jusque-là et qu'est-ce qui n'est pas fait et pourquoi. Accueilli chaleureusement par les agents et cadres de Matadi à Moanda, le numéro 1 du géant de mer va s'entretenir avec ces derniers pour en savoir un peu plus sur leurs conditions de travail. Jean-Claude Mukendi Mbiamouza va ensuite assister à l'accostage du MV Wale Orca, 4e navire, affrété par la société cette année. Nos remerciements s'adressent au président de la République, le chef d'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous avoir placé à la tête de cette grande entreprise LMCSA, Armement d'État. Conformément à notre plan de relance quinquennal 2023-2027, il a été programmé pour l'année 2024 5 voyages nord-continent. Ça, c'est le 4e voyage. L'accostage a eu lieu au port international de Boma. Le 5e voyage est en préparation. C'est vraiment un motif de satisfaction pour nous, conformément à notre plan de relance. Avant de regagner Kinshasa, Jean-Claude Mukendi Mbiamouza a rencontré le gouverneur du Congo central, auprès de qui il a sollicité l'accompagnement pour atteindre les objectifs du plan de relance de LMC, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
La synergie des organisations de la société civile hausse le ton dans les conflits qui opposent la société Safricum, représentée par M. Hassan, et le clan Lingwala sur la concession située dans l'ex-concession du cimetière des Kasavubu en face de la boulangerie Mama Poto dans la commune des Kasavubu. Elle dénonce les trafics d'influence que mènent les représentants de la société Safricum en s'accaparant les hectares du clan Lingwala, devenant ainsi propriétaire de force pour les octroyer à qui il veut, violant ainsi la loi avec une décision d'information obtenue avec l'appui d'un député national. La société civile dénonce également la gestion du dit dossier par les ministres des Affaires foncières qui, selon elle, s'est fait juger au lieu de rester dans ses attributions. Le problème se situe au niveau des trafics d'influence. M. Hassan a acquis cette concession pour ériger normalement un marché d'intérêt communautaire. Mais curieusement, M. Hassan a abandonné la destination de ses contrats privés et il s'est adonné maintenant cette fois-ci au morcellement de la dite concession. Au lieu qu'il respecte les 11 hectares lui octroyés dans ses partenariats publics et privés, après avoir morcelé la partie qui lui revenait en contradiction avec le mobile du contrat, il va entrer jusqu'à toucher la partie appartenant au clan Lingwala. C'est ce qui nous pousse nous à réagir. Comme le clan Lingwala est faible, n'a pas de moyens, ainsi de suite, il s'est adonné même les ligues de venir démolir sans la moindre respect à la matière. Parce que nous savons que sur le dossier de la démolition, c'est dans la ville de Kinshasa, c'est le gouverneur qui est compétent. Après avoir passé par un jugement, et sur un arrêté, le gouverneur peut décider sur la démolition. Mais il a violé la loi. Notre problème, c'est le flou entretenu par le ministre des Affaires foncières dans ces dossiers. Il a commencé à interpréter de sa manière la loi pour dire que non, pour contredire toutes les décisions judiciaires qui ont été prises concernant ces... Place au rappel des titres à présent. Félix Tshisekedi a échangé avec la ministre des Affaires étrangères du Libéria. Au menu, le renforcement de la collaboration entre les deux pays. Les médecins des services publics de l'État décident de durcir leur mouvement des grèves. Les travaux paritaires des Bibois n'ont pas abouti à un compromis. L'opposant Matata Pogno a lancé cet avant-midi au sein du LGD un cadre d'échange citoyen et républicain dénommé La Voix du Peuple. Il s'agit d'une tribune qui accordera la parole aux acteurs politiques, ceux de la société civile. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. L'inspection générale des finances a la profonde douleur de vous faire part du décès inopiné de l'un de ses membres. L'inspecteur général des finances, chef de brigade des dépenses publiques, Romain Foto Gouma, le vendredi 4 octobre 2024 à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 18 octobre 2024, veillée mortuaire en la salle Ave Maria, à côté de l'hôpital du Cinquantenaire. Samedi 19 octobre 2024, 10h, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire et départ pour les hommages des officiels à l'inspection générale des finances. Retour de la dépouille mortelle à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Dimanche 20 octobre 2024, départ pour le Congo central. Pensée pieuse pour repos de l'âme de l'illustre disparu.